Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va dire à moitié, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit une analyse approfondie de la masterclass tactique de l'Olympique Lyonnais, de sa qualification historique pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Contre West Ham, donc, bien sûr, la déception personnelle est immense, mais je trouvais que c'était aussi l'opportunité de faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce qu'on a eu une semaine de Coupe d'Europe qui, dans l'ensemble, a été folle. Tellement de rencontres qui vont directement entrer au panthéon des Coupes d'Europe, en C1, en C3, en C4, où on a un super tableau final. Donc voilà, plutôt que de remuer le couteau dans la plaie, plutôt que de manifester mon malheur évident, je trouvais que c'était une bonne opportunité en ce vendredi de revenir sur toutes les rencontres. C'est aussi pour ça, en partie pour ça, qu'on n'a pas fait d'analyse tactique approfondie de Real Chelsea, d'autres rencontres. Il y a eu tellement, entre Real Chelsea et Bayern Villarreal par exemple, c'était dur de choisir, et puis ensuite il y a eu tellement d'autres matchs de haute volée que je trouvais ce format, en l'occurrence pour cette semaine de compétition, un petit peu plus pertinent. Donc on va passer sur tout ce qui s'est produit, et on commence quand même par ce Real Chelsea qui était un super match. Match de double remontada, d'abord celle de Chelsea qui a été battue 3-1 à l'aller et qui pourtant a réussi en plantant 3 buts en 75 minutes à être qualifié à 10 minutes du terme. Puis la deuxième remontada, celle que le Real a réussi au cours de cette rencontre, but à la 80e de Rodrigo, troisième tête victorieuse de la double confrontation pour Benzema en prolongation. Ce qu'on peut dire dans l'ensemble sur cette partie, c'est que Chelsea a été meilleur, sans doute nettement meilleur. Alors structurellement déjà, grâce à un 3-4-1-2 concocté, bâti par Thomas Tuchel, qui lui a permis de s'octroyer beaucoup de maîtrise, de reprendre le contrôle de l'entrejeu, où le Real avait été un petit peu, où le Chelsea avait été un petit peu mis mal à l'aise sur le match aller, peut-être un petit peu en infériorité numérique au match aller, 2 contre 3, dans une zone où Casemiro, Kroos, Modric avaient montré qu'ils avaient encore de la pertinence, même un peu de jambes. Là, c'était surtout du 3 contre 3, voire du 4 contre 3 pour Chelsea grâce au positionnement de Loftus-Cheek qui était super intéressant. Donc ça, c'était vraiment le coup tactique de Tuchel. Loftus-Cheek en piston droit, qui rentrait pourtant beaucoup intérieur, qui participait beaucoup au jeu intérieur, avec Reece James, troisième défenseur central droit, qui prenait beaucoup le couloir droit en tant que latéral, parfois dans une défense à 4. Donc voilà, c'était juste très bien foutu, très bien pensé, et ça a permis à Chelsea de dominer structurellement, mais aussi de se créer le meilleur volume. Je crois que sur ce match, ça finit à 28 tirs à 10 pour Chelsea, 10 corners à 1. Ils ont fait ce qu'il fallait pour passer, mais le truc c'est que la Ligue des Champions, c'est aussi la compétition des étoiles, c'est aussi la compétition de la mentalité, et c'est la compétition des erreurs, de celui qui en fera le moins. Alors sur les étoiles, on l'a vu, quand Modric est capable de t'envoyer un centre extérieur de ce calibre à la 80e minute, alors qu'il est censé être épuisé, mais qu'en fait il grimpe progressivement en qualité au fur et à mesure de la rencontre, un joueur marathonien, et quel technicien formidable, ça c'est juste un geste qui te sort de l'impasse. Et ça, c'est aussi la Ligue des Champions, donc c'est les joueurs, c'est les étoiles, c'est la mentalité, parce que pour continuer à y croire dans un match où tu as été à ce point-là malmené, les changements d'Ancelotti ont aussi bien œuvré dans ce sens, je trouve. Camavinga qui joue un rôle super important sur le second but. Donc les étoiles, la mentalité et les erreurs, enfin la glissade de Rudiger sur le second but de Karim Benzema qui permet au Real de se qualifier aussi. On va dire quel énorme match, quelle énorme double confrontation qui rentre donc directement dans le livre d'or de la Ligue des Champions. Et entre leur 8e contre le PSG, entre ce quart contre Chelsea, le Real est quand même en train de faire une campagne de Ligue des Champions assez impressionnante, en tout cas hallucinante de tension et d'émotion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en demi-finale, ce sera City, un énorme morceau à nouveau, mais pour la 3e fois consécutive, ils recevront au retour au Santiago Bernabéu, ce qui nous offre la perspective d'une sacrée demi-finale. Donc voilà pour Real Chelsea, immense match, mais dans le même temps, ils jouaient aussi une rencontre extraordinaire, et une des plus grandes performances de l'histoire récente de la Ligue des Champions, c'est bien sûr l'élimination du Bayern à Munich par Villarreal. Alors, un partout grâce à un but à la 88e de Samuel Chukwueze, et grâce à un plan parfaitement maîtrisé sur l'ensemble des deux matchs, Villarreal donc réussit à sortir le Bayern en Allemagne. C'est le triomphe d'Unai Emery, ça c'est la première partie de l'histoire je pense, c'est le triomphe d'Unai Emery qui a su calibrer son approche tactique, match aller comme match retour, totalement à la hauteur de l'événement. Encore une très grande performance en Coupe d'Europe pour Unai Emery, je pense que de ce point de vue là, le Paris Saint-Germain au Camp Nou, saison 2016-2017, c'est l'exception,
qui confirme la règle, parce que grosso modo en Europe, ce que fait Unai Emery avec ses équipes, parfois des outsiders, c'est tout bonnement formidable. Ça c'est la première partie, je pense, de ce qu'il faut retirer de cette rencontre. La deuxième, c'est bien sûr en miroir l'échec de Julian Nagelsmann qui s'offre une première très nette source de tension, et encore on est obligé de dire que le Bayern cette saison, c'est pas sa première humiliation contre une équipe censée être nettement inférieure. Il y avait eu la défaite en Coupe d'Allemagne, l'élimination en Coupe d'Allemagne en octobre dernier contre Gladbach, défaite cinglante 5-0. Il y a quelques semaines à Bochum 4-2 aussi. Donc voilà, personnellement j'espère qu'il restera, j'espère qu'il réussira à resserrer le lien avec son vestiaire ou que celui-ci va pas trop s'étioler, mais c'est pas sûr, et ça va nous offrir quelques semaines assez intéressantes côté bavarois. Pour ce qui est de Villarreal, je promets pas parce que le timing va être très serré, beaucoup d'autres projets sur la chaîne, le deuxième épisode de Grand Coach que j'ai envie de sortir bientôt, mais j'aimerais réussir à faire une vidéo sur Villarreal, mettre en relation ce parcours de cette année avec la dernière fois qu'ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions, le Villarreal de Riquelme, qui était une des premières équipes hipster entre guillemets qui m'avait fait beaucoup vibrer à l'époque. Donc voilà, ce serait intéressant de faire un petit comparatif, peut-être qu'on réussira à faire ça semaine prochaine ou semaine d'après, j'espère. Donc on en reste là en tout cas pour ce qui est de Villarreal. Un autre match un peu foufou, c'était Liverpool-Benfica, ça c'était le lendemain à Anfield, 3-3. Match un peu foufou surtout avec Benfica qui en plante 2 dans les 20 dernières minutes, 2 qui étaient refusés par la VAR puis accordés, et même un troisième dans le temps additionnel qui lui a été définitivement annulé. Maintenant l'histoire de ce match pour moi, parce que Liverpool se qualifie quand même confortablement, il avait emporté 3-1 à l'aller, là il conserve le match nul, il se qualifie donc, ça fait 6-4 sur l'ensemble des deux matchs. Pour moi, l'histoire de ce match retour, c'est que Liverpool a pu faire tourner son effectif, mais très largement, sur un quart de finale retour de Ligue des Champions. Il commence le match avec Fabinho, Van Dijk, Thiago Alcantara, Mané, Salah, Robertson et Alexander-Arnold sur le banc. Et donc, ce que je trouve très fort ici, c'est la confiance qui réside dans cet effectif. Je ne sais pas quand il faut remonter pour voir une équipe faire autant tourner sur un quart de finale retour de Ligue des Champions, mais ce Liverpool en est capable parce que tout le monde est concerné, parce que Jürgen Klopp a confiance en ses hommes et parce que tout le monde est concerné, tout le monde est inclus, tout le monde joue des matchs au cours de la saison, tout le monde tire dans le même sens, pas de bataille d'ego trop forte. Donc ça, je trouve ça hyper notable. C'est le premier point, c'est la première raison pour laquelle Liverpool réussit à faire tourner autant. La deuxième, et ça fait assez peur si on est un adversaire de Liverpool, c'est parce que leur effectif est XXXXL. Voilà, c'est juste un immense Liverpool, et je pense que ce 3-3 à Anfield doit pas masquer la nature réelle de cette performance, qui est que tu as réussi à faire tourner ton effectif en quart de finale retour de Ligue des Champions. Quelle équipe on a là? Et c'est encore une équipe qui est en lice pour un quadruplé qui serait absolument historique. Donc ils ont remporté la League Cup en début d'année 2022. Là maintenant, ils vont jouer demi-finale de FA Cup ce week-end demain après-midi contre Manchester City à 16h30. Ok, ils sont qu'à un point, ils sont un point derrière Manchester City en Première Ligue et ils ont de bonnes chances. C'est possible en tout cas qu'ils jouent Manchester City en finale de Ligue des Champions d'ici quelques semaines. Donc c'est une sacrée histoire en perspective potentiellement. En parlant de City justement, une autre rencontre de Ligue des Champions assez intéressante qui s'est déroulée cette semaine, c'est le nul 0-0 à Madrid. Suffisant pour se qualifier, mais pas du tout dans la sérénité pour les hommes de Guardiola qui ont été assez malmenés, surtout en deuxième période donc du match retour. Le fait majeur, ça reste sans doute la grosse bagarre, l'affrontement en fin de match où pour moi Savic et Felipe, un petit peu tout au cours de la rencontre, ont montré qu'ils ne méritaient pas une grande considération, comportement tellement, en tout cas personnellement que je trouve vraiment détestable, tellement pas fair-play. Je trouve ça quand même assez divertissant, moi j'aime bien voir les images de ces castagnes, je trouve que c'est une sorte de... y a un petit plaisir de spectateur derrière, ça met de l'attention, etc. Mais fondamentalement, les comportements, je peux pas non plus les valoriser, je trouve ça assez bas et petit. C'est un petit peu l'asymétrie ou l'hypocrisie qu'on navigue en tant que suiveur du monde du foot. Et qu'on retrouve chez beaucoup de journalistes aussi. Bref, tout ça pour dire que c'était un match tendu, serré, assez divertissant de ce point de vue. C'est dommage que l'Atlético ait mis autant de mauvais ingrédients de ce point de vue-là, parce que sur le terrain, ils n'ont pas été loin d'aller choper la qualif, surtout sur la dernière demi-heure, dernière mi-temps de cette double confrontation, mais il y a sans doute une justice pour les raisons qu'on a évoquées.
Alors le tableau final, ça nous donne Liverpool-Villarreal en demi-finale. Je veux dire que c'est 75-25 pour Liverpool. Villarreal qui a sorti coup sur coup. La Juve, le Bayern, si maintenant ils pouvaient s'offrir le scalp de Liverpool, ce serait juste un parcours extraordinaire, mais l'effectif tellement au-dessus de Liverpool, sur la quantité notamment. Voilà, je pense qu'ils vont être difficiles à prendre. Donc je dis 75-25, même si le match retour est en Espagne, attention. Et ensuite, Real City, là je vais dire que sur la supériorité structurelle, on a vu à quel point quand même le Real a été mis à mal contre Chelsea, mais ils ont tous les ingrédients d'une campagne de Ligue des Champions historique, fantastique. Ils ont toute la conviction qu'il faut pour triompher dans cette compétition, donc je vais dire que c'est très serré, que c'est 55-45 ou peut-être 60-40 Manchester City, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des chances, c'est pas impossible, je dirais que c'est l'issue la plus probable, même si, comme il y a beaucoup de combinaisons qui sont possibles, c'est jamais plus probable que peut-être 35-40% de chances, mais je vais dire qu'il y a des chances qu'on ait un duel Liverpool-City en finale de la Ligue des Champions. Je sais que certains aiment pas trop les finales anglaises, c'est vrai que le Liverpool-Tottenham il y a quelques années, c'était sans doute une des moins bonnes finales de Ligue des Champions. Mais personnellement, si ça nous offre une partie du style du Manchester City-Liverpool de la semaine dernière, du week-end dernier en Première Ligue, je signe des deux mains et des deux pieds, parce que je trouve que ça reste de super matchs de foot. Et peut-être une réflexion qui mérite une vidéo à part entière, mais depuis que le déclin de Messi et Ronaldo a été très sévèrement entamé, aujourd'hui on ne peut plus dire que ce soit le duel majeur du foot mondial. Peut-être que le foot mondial se cherche un nouveau duel. Mbappé-Haaland, c'est pas encore ça, notamment parce que PSG Dortmund, il n'y a pas vraiment de rivalité intrinsèque. Peut-être que ça changera si l'un va au Real, l'autre au Barça, par exemple. Mais pour l'instant, je trouve que le duel de notre ère, des dernières années, le duel Ronaldo-Messi des années 2010, aujourd'hui, fin des années 2010, début des années 2020, le duel, c'est Klopp-Guardiola. Alors avec beaucoup de respect, d'admiration entre les deux, il manque peut-être un petit peu de cette tension qui pourrait y avoir entre un Guardiola et Simeone par exemple, mais sur ce qu'ils apportent au foot, sur la qualité de leurs équipes, de leur effectif, et voilà, les deux meilleures équipes de la meilleure ligue du monde, potentiellement les deux en finale de Ligue des Champions. Si les deux se retrouvent en finale de Ligue des Champions, pour moi ça écrirait une ligne supplémentaire dans le sens de cet argumentaire. Klopp, Guardiola, le duel de notre ère. Voilà pour la Ligue des Champions. On passe à l'Europa League, avec d'abord une très mauvaise nouvelle. Bien sûr, c'est l'élimination de mon Olympique Lyonnais, sèchement battu 0-3 au Parc OL. Lyon donc chute face à West Ham. Et sa saison, on va pas se mentir, est quasiment déjà finie. C'est dommage parce qu'il y avait plutôt une bonne première demi-heure, très grosse domination du ballon, supériorité technique flagrante. Alors il y a eu plein d'autres points, l'OL a été en dessous de West Ham, mais techniquement, à l'aller comme au retour, sur 180 minutes, l'OL techniquement a été au-dessus, individuellement a été au-dessus, et s'est procuré une très grosse occasion, le poteau de Karl Toko Ekambi. Peut-être que si ça va au fond, beaucoup de choses changent, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que suite au premier but concédé donc sur corner, l'équipe a totalement plongé. Peut-être que ce qu'on peut en tirer, les conclusions, c'est que les observations un peu générales, c'est que West Ham, c'est une équipe travailleuse, bien organisée défensivement. Moi, je suis choqué sur la dernière demi-heure, quand l'OL doit en mettre 3, le temps que Lyon passe dans sa moitié de terrain sans réussir à se sortir d'une phase de relance. Alors ça parle autant sur la qualité collective vraiment dramatique des Lyonnais, qui sont incapables de construire un plan pour avancer avec ballon, mais ça parle aussi de la bonne organisation de West Ham, qui a su limiter les espaces et parfois en pressant avec juste 2-3 joueurs mettre à mal la première ligne de relance lyonnaise. Donc voilà, on va dire une équipe solide, bien organisée sans ballon, et qui a su profiter de nos espaces. Je pense que Lyon n'a jamais réussi à trouver la solution face à Michail Antonio par exemple, face à la vitesse de Bowen. Honnêtement, c'est pas des grands joueurs. Honnêtement, c'est pas une grande équipe. Ce West Ham, je trouve que c'est une équipe assez pauvre dans son expression avec ballon. C'est juste qu'ils sont très solides et ils sont très forts sur les faiblesses lyonnaises qui sont énormes. Je ne dis pas que Lyon est une meilleure équipe que West Ham, parce que je trouve que cette double confrontation a montré que le football, c'est un sport avec une palette très large, très vaste, et que la qualité technique individuelle, Aouar, Paqueta avec ballon, c'est au-dessus de 95% des joueurs de West Ham. Mais le foot, c'est pas que ça. La solidité, la capacité à se projeter, les coups de pied arrêtés, ça joue, ça fait aussi partie du foot. Et là-dessus, West Ham
Ham est juste 2 ou 3 têtes au-dessus de nous. Donc voilà grosso modo la manière dont je synthétiserai ce qui s'est passé. Maintenant ils ont aussi eu un maximum de réalisme sur l'ensemble de la double confrontation. West Ham c'est 30% de possession, c'est 15 tirs à 40, c'est 1,5 XG à 4,8 pour les Lyonnais, mais c'est plus une équipe que Lyon. Et les problèmes de finition, c'est pas quelque chose où l'OL a été du mauvais côté de la pièce sur ce match-là. C'est quelque chose qui dure depuis l'ensemble de la saison. Donc c'est aussi un problème structurel. Et la réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de volume de tirs, ce qui fait que tu as plus de XG. Mais j'ai pas vu grand-chose d'autre que des centres un petit peu hasardeux, de trop loin, face à des défenseurs centraux ou des milieux de terrain qui sont nettement supérieurs athlétiquement. Donc voilà, Lyon n'a pas réussi à trouver la solution et sort, je vais dire quand même assez logiquement, malgré les chiffres qui sont en leur faveur. Ce que je veux dire, c'est que sur les 98 équipes des 5 championnats majeurs, je pense que c'est ça, 4 x 20 plus 18 en Allemagne, sur cette centaine d'équipes à peu près, sur le plan individuel, technique, auquel Lyon est dans le haut du panier, sur le plan mental et tactique, sur ces deux données qui sont hyper importantes, je pense que Lyon n'est pas dans le top 70, et même pas dans le top 80, et se bat pour être dans le top 90. Sur le plan mental et tactique, cette équipe a quasiment rien, et c'est trop triste. Quand t'es supporter, franchement, la différence, je m'épanche un peu sur cette question, mais pour moi qui suis un amoureux de jeu, passionné de tactique, commentateur et analyste du foot, le grand écart que je dois faire entre mon métier et ma passion et le fait d'être supporter de l'OL, c'est sûr que si j'étais pas né là et si j'avais pas cette historique là, jamais je regarderais un match de l'OL. C'est dramatique collectivement. Voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Ce qui me déprime un petit peu plus, c'est le manque d'implication collective et le niveau des réactions sur le terrain quand t'es mené, mais après le match aussi, dans la bouche des joueurs. On voit qu'il y a tellement de gars qui sont déjà partis dans leur tête, déjà projetés sur la saison prochaine, leur transfert cet été. Ce que j'ai dit sur Twitter et ce que je pense fondamentalement, je pense pas que ça peut se produire parce qu'il faut une remise en question de l'état-major, ça monte beaucoup plus haut que ça, je sais pas si on va voir ça, mais c'est une révolution totale, il y a quasiment rien à garder sur cette OL, et moi j'en ai parlé avec mes potes à la fin du match, je serais totalement chaud pour partir sur des saisons de reconstruction avec les jeunes du centre de formation. Alors il va en falloir plus que ça parce qu'on n'en a pas assez non plus pour construire un effectif de 20 joueurs et quelques pour vraiment disputer une saison complète. Mais sur l'état d'esprit qu'a créé l'entrée de Barcola, Gusto, la qualité de Loukeba, même un vieux centre formé Lopez, j'espère Diomandé, il y a une base pour construire quelque chose qui est juste beaucoup plus intéressante que tellement de joueurs qui n'ont pas la tête à Lyon. Bâtissons avec les jeunes, et je pense que de toute manière c'est une logique qui va s'imposer, ne serait-ce que d'un point de vue économique, et ce ne sera pas une si mauvaise chose. Donc on en fera peut-être une vidéo plus complète cet été, mais voilà ce que j'en pense, et voilà un petit peu ma réaction. Alors, là, ce qui est triste aussi, c'est qu'il y avait peut-être un parcours tout tracé. Encore, c'est tellement ridicule de dire ça, tellement Lyon était en dessous et serait en dessous autant de Francfort que du Barça. Mais quand on voit le tableau final de cette Europa League, on peut se dire qu'il y avait de quoi aller accrocher ton premier titre européen parce qu'effectivement, le Cador est sorti. C'est la transition, le Barça éliminé au Camp Nou par Francfort, donc 2-3, qui avait pris l'avantage au bout de 3 minutes sur penalty, puis doublé la mise grâce à ce coup de fusil absolu de Raphaël Borré, puis la triplé au retour des vestiaires, au bout de 7 frappes croisées de Kostic. Le Barça a réagi en plantant 2 dans un temps additionnel à rallonge qui était assez épique, mais c'est bien les Allemands qui sortent le favori de la compétition dans un autre énorme match de Coupe d'Europe, une autre énorme performance à l'extérieur, comme il y en a eu beaucoup cette semaine, et voilà, je me voyais mal faire une vidéo uniquement centrée sur Lyon, quand on a eu tellement de rencontres de haut calibre, qui vont rester dans l'histoire des Coupes d'Europe, et ce Francfort-Barça, ce Barça-Francfort, il est quand même assez dingue. Alors surtout que les autres matchs ont été très sympas aussi, on n'en a pas parlé, mais la qualification de Leipzig à Bergame, 0-2 grâce à un doublé d'Nkunku, pas mal. Le succès renversant des Rangers contre Braga en prolongation 3-1, pas mal aussi. Ça donne un tableau final sympa, mais pour le coup qui manque un petit peu de cador. C'est West Ham Francfort et Leipzig Rangers en demi. Bon, évidemment ça se regarde très très bien, mais si on est honnête, alors que sur les dernières années, l'Europa League c'était un petit peu
Cette C3, c'était un petit peu une C1,5. On avait beaucoup de gros cadors, de grosses équipes. Ça ressemblait presque à la Ligue des Champions. Là, ça fait quand même très très C3. Et je me demande même si le tableau final de la C4, de la Conference League, est pas au moins aussi attirant. Et on y va du coup, alors avec une rencontre en particulier bien sûr, c'est la qualification de l'OM en Grèce contre le PAOK, dans un match où l'OM a été quand même nettement bousculé, ça finit à 15 tirs à 5 pour le PAOK, où Mandanda a dû s'employer à de très nombreuses reprises. Les Marseillais sont allés arracher leur qualif en Grèce 0-1, vu les événements de l'aller, c'était un match à immense tension, c'était un environnement on ne peut plus hostile, alors il n'y avait pas de supporters marseillais qui avaient fait le déplacement pour le coup, sage décision sans doute, mais tout ça pour dire que la nature mentale de la performance est à souligner. Quand on voit le contexte, quand on voit ce genre de visuel, c'est ces succès-là qui forgent un groupe, qui te préparent à tous les combats, et après ça, tu peux te déplacer n'importe où. Tu peux aller à De Kuip contre le Feyenoord et être très bien armé mentalement. Ils sont bien lancés pour réussir une campagne historique. Le tableau final est sympa, donc comme on l'a dit, sans doute le plus beau qu'on pouvait avoir au vu des quarts. Donc Feyenoord contre Marseille et Leicester contre la Roma. Un très bon Feyenoord cette saison avec quelques individualités qui sont super intéressantes. Orkun Kökçü, Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, donc le Feyenoord qui a renversé le Slavia à l'extérieur, dans la ferveur de Rotterdam, ça va être un super match contre Marseille. Et de l'autre côté, Leicester qui a renversé le PSV Eindhoven, qui a marqué le but de la qualif à la 88e, contre la Roma de Mourinho qui s'est vengé de ce qui s'est passé il y a quelques mois en atomisant Bodo Glimt 4-0. Voilà, pour une première édition, je pense que le dernier carré de cette édition de Conference League n'a pas grand-chose à envier à celui de l'Europa, et c'est une compétition qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on va assez naturellement bifurquer vers celle-là, maintenant que l'OL est éliminé, alors que l'OM est encore en course. Une finale Marseille-Roma, par exemple, aurait beaucoup de gueule. Voilà en gros tout ce qu'on doit dire sur ce qui s'est passé cette semaine. Enfin, il y a sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est un petit peu ma synthèse rapide. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de cette semaine de Coupe d'Europe. Comme je vous ai dit, les analyses tactiques approfondies qui devaient peut-être initialement sortir cette semaine ont été un petit peu mis sur le côté parce que le deuxième épisode de Grand Coach se profile avec un entraîneur que j'ai hâte de vous présenter. Je pense que ça va être très cool, très sympa, d'ici quelques semaines, je pense. Et voilà, ça va être cool. Merci de votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Passez un excellent week-end avec quelques très beaux matchs de foot qui nous attendent. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à bientôt. Bisous.